Bien, nous allons souhaiter la bienvenue à Roberto García Sáez qui est ici et qui nous fait la grande gentillesse de venir nous parler d'un sujet non seulement d'actualité, mais un sujet aussi qui doit nous concerner, qui nous concerne en profondeur, puisque à cette époque de la Covid généralisée, nous, Européens, nous vivons à la fois mal, mais nous vivons protégés par des systèmes sanitaires qui tentent d'éviter que nous tombions tous malades. Et nous oublions un petit peu que nous sommes malgré tout extraordinairement favorisés dans ce monde où des continents complets, là on a fait des pays énormes en Afrique, en Asie, je crois que tu reviens d'Inde, hein, tu me disais, donc bien non pas, c'est la chance que nous avons. Bon. Et donc il nous semblait utile de se poser la question de savoir quelle était au fond cette justice ou cette injustice face à la pandémie, à l'actuelle pandémie du Covid, mais au-delà à d'autres maladies comme Ebola et aussi le sida, puisque Roberto a eu l'occasion dans sa vie de diriger des campagnes contre le sida en Afrique. Et donc, je pense qu'il serait intéressant que sur le plan purement, je dirais, de l'information, nous puissions faire, grâce à Roberto Garcia, le point sur ce qu'est la maladie face au monde en dehors du pays développé où nous sommes, et puis d'autre part, qu'est-ce que ça signifie au niveau de notre humanisme, au niveau de notre morale, au niveau de nos engagements face à l'homme, face à l'humanité, face à l'avenir. Donc voilà, c'est à la fois une conférence extrêmement intéressante sur le plan des contenus, mais aussi qui peut aussi nous interroger au-delà de ça. C'est véritablement pourquoi nous remercions autant Roberto Garcia d'être venu aujourd'hui, si vous voulez, pour commencer cette année 2022 avec nous. Roberto, je ne dirais pas que je te connais depuis des années, parce que personne n'y croira, ils croiront que finalement c'était probablement mon père ou quelque chose comme ça. Mais pourtant, si on se connaît depuis des années, et ça fait des années qu'on entretient, comme avec d'autres amis, et ici j'ai mon ami Jean-François Benoît, un dialogue un professionnel, intellectuel extrêmement riche. Et je n'arrête pas de vous dire, si vous voulez, c'est que si vous voulez être dans ces milieux de la communication, d'évidence, vous ne pouvez pas vivre tout seul dans votre coin. Ça suppose effectivement tout un réseau d'amis. Je dis bien d'amis parce qu'en fin de compte, ce ne sont pas que des intérêts. En l'occurrence, ce ne sont pas des intérêts, mais c'est véritablement un enrichissement constant, personnel, à travers le temps et qui dure à travers le temps. Et en fin de compte, nous vivons ensemble, même si parfois on est pendant 6 mois ou 1 an sans se parler. Ça n'a aucune espèce d'importance parce que le jour où on s'est parlé, on a eu l'impression de se parler la veille, de toute façon. Roberto, à toi. Merci beaucoup Bernard, merci Mathieu de m'avoir invité, merci à vous tous d'être venus pour ce soir. En fin de journée, on est toujours un peu fatigués, donc je vais essayer de vous donner un petit overview, comme on dit, de ce qu'a été ma vie professionnelle jusqu'à présent. Et donc je ne suis pas un académique, donc je ferai une présentation un peu plus rock'n'roll. Mais voilà, je voulais vous parler de 4 choses, pardon. De la santé publique mondiale. Je vais voir si j'arrive à faire bouger ce petit... Voilà. Je vous présente quelque chose qui s'appelle l'ONU, c'est nous. Je dirais pourquoi j'ai pris ce titre et la santé globale. Donc en 1 heure, ça va être pas très simple de vous expliquer en fait comment fonctionne la santé dans le monde, mais je vais vous donner quelques pistes de réflexion en termes de perspective aussi, d'où on vient, en termes de ce qui s'est passé récemment et peut-être quelle va être notre santé dans le futur. Première partie, ça sera de vous donner un petit horizon depuis la création de l'univers, 14 milliards d'années, où est-ce qu'on en est et où est-ce qu'on se situe.
La deuxième partie sera plus sur les Nations Unies. Qu'est-ce que font les Nations Unies, ces organisations multilatérales, et notamment l'Organisation mondiale de la santé, dont vous avez certainement beaucoup entendu parler ces 2-3 dernières années. Il y a une campagne mondiale sur cette organisation. On parlera ensuite des 20 dernières années, ce qui a été, j'allais dire, une sorte de game changer dans la santé publique en termes de coordination, des nouveaux acteurs qui se sont engagés, des nouvelles organisations qui se sont créées au-delà du système des Nations Unies, qui nous donnent un petit peu une idée aussi, peut-être pour vous, si vous voulez embrasser ce monde de l'aide au développement, ce monde de l'humanitaire dans votre domaine, qui a priori va être la communication, de comprendre un petit peu où vont les financements et comment s'organise la réponse. Et puis après, on ira faire une perspective. On ne va pas essayer de prétendre être Nostradamus, mais d'essayer de voir par rapport aux nouvelles technologies et aussi par ce qu'on a appris avec cette épidémie, la Covid, quelle va être notre vie peut-être dans une trentaine d'années. Voilà. Donc ici, je vous ai mis volontairement un graphique assez préhistorique pour dire, voilà, tout commence il y a 14 milliards d'années, la vie apparaît il y a 4 milliards d'années, la fin des dinosaures, c'est il y a 65 millions d'années, et nos premiers ancêtres, les hominidés, c'est il y a 7 millions d'années. Donc nous, on ne va même pas parler de cette période-là. Je vous présente le deuxième graphique qui est aussi un petit peu préhistorique. Et là, vous regardez en bas, nous avons les années, donc les sapiens, nos plus proches, j'allais dire, ancêtres, arrivent il y a à peu près 300-400 millions d'années. Et il y a un moment crucial, c'est l'arrivée de l'agriculture. Donc là, vous voyez, c'est à peu près vers 5000 ans avant Jésus-Christ. C'est un moment clé puisqu'on commence à avoir une sédentarisation. Et ce qui est important dans ce graphique, c'est de voir les différentes périodes, mais surtout de voir la courbe rouge qui correspond en fait à la démographie mondiale. Et on se rend compte que ces deux phénomènes, qui sont la sédentarisation et une sorte de regroupement des individus et l'augmentation en fait exponentielle de la démographie, qui ont fait qu'on est rentré dans une ère que je vais vous présenter maintenant. Donc, pour finir un peu sur cette perspective, si on imaginait un calendrier cosmique des 14 milliards d'années, et si on comprimait tout ça dans une année, tout le développement de l'espèce humaine se déroule dans les 2 dernières heures. Donc on se met à marcher à 21h49, le 31 décembre. L'alphabet commence 1 minute avant minuit. Et la science expérimentale, donc à peu près un peu plus d'1 siècle, survient à la dernière seconde. Et nous, ce dont on va parler maintenant, c'est d'une nanoseconde de toute cette période. 3 grandes périodes que l'on peut définir concernant l'histoire humaine. La première, c'est l'âge des catastrophes. Alors qu'est-ce qui se passe ? 99% en fait de notre vie, de sapiens, c'est les catastrophes. Donc une espérance de vie à 25 ans. On n'avait pas le temps de tomber malade, on était soit bouffé par un ours, soit on mourait de faim, soit on mourait de froid. Et en gros, à cette époque, vous avez certainement vu depuis ce matin beaucoup plus de personnes que vous n'auriez vu dans toute votre existence si vous étiez à cette époque-là. La deuxième grande période qui commence avec l'avènement de l'agriculture, c'est quand on commence à avoir une sédentarisation, c'est l'âge des maladies infectieuses qui, je pense, et on est beaucoup à le penser, on arrive un petit peu à la fin de cette période, puisqu'on arrive quand même à avoir une science qui répond très rapidement. Donc ça, c'est le début des maladies infectieuses, et on va peut-être rentrer dans une troisième période maintenant, dont on parlera rapidement à la fin. On imaginera peut-être notre futur dans une trentaine d'années, voire une centaine d'années. C'est l'âge de la décomposition. On peut tout à fait imaginer qu'on va avoir plusieurs maladies chroniques, mais on va avoir les solutions, on va avoir le bon médicament, on va avoir la bonne injection, on va avoir le bon petit robot dans le corps qui va solutionner les problèmes. Alors, une petite définition, on parle d'éradication quand une maladie a complètement disparu. C'est-à-dire, on a la variole qui a disparu, je crois que le dernier cas c'était une 50aine d'années, la peste a disparu. On parle d'élimination quand dans une zone on a éliminé la maladie. Par exemple, en France, on avait encore en Camargue le paludisme dans les années 50, 1950. Voilà. Et donc dans toute l'Europe, aujourd'hui il n'y a quasiment pas de paludisme. Vous savez, ça se transmet par le moustique, sauf quand il y a des cas importés, un moustique qui prend l'avion du Mali par exemple, et puis qui va piquer quelqu'un à Charles de Gaulle à l'aéroport. Quelles sont les maladies qu'on va certainement éliminer ces prochaines années? C'est la polio, vous avez certainement entendu parler de cette maladie, il reste encore 1000 cas l'année dernière, et en route vers l'élimination, la rougeole, la syphilis, rubéole, paludisme, qu'on espère éliminer d'ici 2030-2040.
Mais la route est longue. On a cru dans les années 80 qu'on pouvait éliminer toutes les maladies infectieuses. Donc il y a un éminent épidémiologue qui s'appelle Aidan Coburn qui avait affirmé que toutes les maladies seraient éliminées. Force est de constater qu'en 2000, quand on regarde dans 2016, pardon, on regarde le site de l'OMS, il y a eu 50 nouveaux foyers de maladies. Alors des noms que vous avez connus, le Zika, le MERS, Ebola, la grippe aviaire, tous les H1N1, H1N3 que vous avez certainement aussi entendu parler, et bien évidemment la dernière qui nous est arrivée, qui était une pandémie, c'est-à-dire qui a touché tous les pays du monde, qui est la Covid. Alors 3 étapes pour qu'une épidémie prenne. La première, c'est lorsqu'il y a eu ce regroupement de personnes à travers l'agriculture, les gens restent, deviennent sédentaires, on commence à avoir des animaux domestiques ou semi-domestiqués. Ces animaux vont être infectés par des animaux sauvages, donc la poule va être infectée par un oiseau, le chien va être infecté par un renard. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est quand les animaux commencent à transmettre à l'homme. Alors, le plus connu, c'est la rage. Le chien vous mord, vous avez la rage, mais si vous, après vous mordez, si j'ai la rage et je mords Bernard, il n'aura pas la rage. Ça ne se passe pas comme ça. Il y a toute une évolution. Donc ça, c'est la transmission des animaux à l'homme. Les chameaux domestiqués ont apporté la variole d'Asie. Ebola, vous en avez entendu parler récemment. On pense a priori que ça viendrait de la chauve-souris. Et on estime en fait que 60% au minimum, voire toutes les maladies en fait, infectieuses proviennent au démarrage des animaux. On le verra pour le sida. On pense que le patient zéro, c'est à peu près un siècle dans la région des Grands Lacs, qui aurait été mordu par un singe. L'épidémie a vraiment explosé à partir des années 80, comme vous le savez, donc ça a pris quand même, on estime qu'on ne sait pas trop, mais on parle entre 1900 et 1950, le cas zéro. Mais bon, ça prend quand même beaucoup de temps pour que l'épidémie, il faut qu'il y ait beaucoup de facteurs déterminants pour que l'épidémie prenne. Et enfin, voilà, la transmission de l'humain à l'humain, la plus récente, qui nous concerne tous, qui est encore une épidémie, il y a plus de 30 millions de personnes qui sont infectées par le VIH-Sida. C'est celle qui est apparue, donc qui a été extrêmement importante à partir des années 80, extrêmement traumatisante, et on fera un point sur ce qu'on a appris avec cette maladie à partir du moment où vraiment il y a eu des gros financements qui ont été amenés pour solutionner ce problème dans les années 2000. Le paludisme, alors ça c'est une grosse maladie, c'est transmis par les moustiques, c'est pas encore chez nous. On espère qu'avec le réchauffement climatique, on va pas avoir une résurgence du paludisme, mais certains pensent que c'est possible, parce que c'est des histoires aussi climatiques. Et le paludisme, voilà, c'est un moustique qui pique une personne qui est porteur du parasite. Le moustique pique cette personne, voyage, va me piquer moi. Pendant cette période, il y a une période d'incubation dans son corps, et quand elle va me piquer, elle va me transmettre le parasite. Voilà. Et puis, bien sûr, la Covid, la tuberculose, qui sont des maladies par sputum qui se transmettent. Voilà, donc ici, il y a un petit schéma, je vais passer assez rapidement là-dessus parce que je viens de vous l'expliquer. Donc, ce sont les différents stades en fait, d'épidémie pour qu'on voit qu'à partir du moment où on est infecté par une maladie, on n'est pas automatiquement sur une épidémie ou une pandémie, donc pléonasme mondial, pandémie c'est mondial. Et notamment, et c'est peut-être le cas et notre espoir pour Omicron, vous entendez beaucoup parler, si un virus n'a aucun intérêt finalement à nous tuer, parce que quand il nous tue, il commet un suicide, il meurt avec. Donc il a plutôt intérêt à trouver les solutions pour survivre. L'Omicron serait peut-être le moment où finalement le virus va vivre, on sera un petit peu malade, on n'en mourra pas et finalement la vie repartira normale. Donc c'est un petit peu ça qu'il faut voir. L'Ebola, c'est quasiment une chance sur 2 de mourir quand on l'a. Et donc c'est pour ça que pour le moment, ça n'a pas explosé au niveau mondial. Ici, vous avez voilà, un petit calendrier, et je voulais mettre aussi en perspective ici, parce que bien sûr, quand on fait un effet loupe, et on l'a fait pendant ces 3 dernières années sur la Covid, on a l'impression que voilà, le monde, c'est la Covid et rien d'autre. Mais il faut mettre en perspective aussi avec la population, les proportions. Donc les grandes tueuses, ça a été quoi? Ça a été la grippe, ce qui est plus récent, la grippe espagnole, dans les années en 1918, juste après la Première Guerre mondiale, qui tue presque 50 millions de personnes. La population mondiale à l'époque est 4 fois inférieure à aujourd'hui. La Covid a tué 5 600 000 personnes. Donc il faut mettre en perspective. Celle qui a été la plus meurtrière, c'est en 1350, c'est la peste noire, qui elle tue presque la moitié de la population mondiale. Il y a 400 millions de personnes, il y a 200 millions qui meurent. Donc là c'est vraiment
quelque chose de relativement terrible. Mais l'espèce humaine, apparemment, a survécu. Apparemment, et pour le moment, on est là. Et donc, il y a bon espoir, apparemment. Voilà, donc je vous laisserai cette présentation qui donne un petit peu voilà, le parcours de ces épidémies depuis 50 000 ans. Qu'est-ce qu'il faut, comme je le disais tout à l'heure? Le cocktail explosif pour des maladies, c'est deux choses. C'est la mobilité, la sédentarité, donc le regroupement de personnes qui favorise la transmission, et bien sûr la mobilité. Aujourd'hui, avant la Covid, il y avait 3 milliards de personnes qui chaque année voyagent. Et ce n'est pas uniquement les personnes, c'est aussi les micro-organismes, c'est les animaux, c'est les aliments, c'est les coutumes. Donc ça, c'est la mobilité. Et la deuxième partie, c'est l'explosion démographique. Au cours des 60 dernières années, on a obtenu une espérance de vie qui a cru de 14 ans, ce qui est relativement exceptionnel. Voilà, donc vous voyez ici un petit peu la population mondiale de 1800 à 2023. On est un petit peu en avance. Voilà, c'est en gros, ces 200 dernières années, c'est 30 millions de personnes par an. Et pour vous donner un ordre d'idée, on est à un peu moins de 8 milliards de personnes sur Terre à ce jour. On a des prédictions à 9 milliards, un petit peu plus de 9 milliards à 2050, et peut-être 15 milliards à l'horizon 2100, donc quasiment le double. Et ce qu'on peut dire là-dessus, c'est que vous sachiez, en gros, pour mettre aussi en perspective, chaque année, on a à peu près un petit peu plus de 1% de la population qui naît. Donc si on est 8 milliards, à peu près 80 millions, 82 millions naît, et il y a un petit peu moins de 1% qui meurt. Voilà. Donc quand on met en perspective, et je ne veux pas sous-estimer, parce que quand on meurt d'une maladie, c'est dramatique, la Covid, ce sont environ 3 millions de personnes qui sont mortes chaque année, sur à peu près 80 millions, dont on estime la moitié qui seraient mortes d'une autre pathologie parce qu'elles étaient en fin de vie, etc. Donc, relativement limité. Qu'est-ce qu'on peut conclure? C'est que, finalement, les maladies et même les guerres n'ont pas eu un impact énorme sur la démographie. Et la démographie continue à monter. Et avec tout ça, on a eu l'avènement d'une science assez exceptionnelle, et on le verra à la fin, qui est assez effrayante d'ailleurs sur ce qu'elle peut proposer comme solution, dont on va certainement bénéficier, en tout cas vous c'est sûr, et moi j'espère. Voilà, alors maintenant la grande question c'est de se dire, est-ce qu'il va y avoir avec le changement climatique qui arrive, des changements et des bouleversements avec le réchauffement, savoir. Il y a des paranoïas, vous savez qu'il y a avec les maladies, il y a toujours eu des narratifs fantastiques dans lesquels on s'engouffre. Et donc, voilà, on aura peut-être des réémergences de maladies infectieuses. Et il y a bien sûr ce fameux permafrost, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, qui sont ces virus qui seraient sous les couches glaciaires. Et s'il y a un réchauffement, elles ressurgiraient. Et les virus, peut-être, ne seraient pas si petits que ça, ce seraient des vraies bestioles. Donc voilà, il y a toute cette paranoïa. Je ne pourrais pas vous en dire plus pour le moment. En tout cas, je vous souhaite bonne vie et je pense qu'on a plus de chances de vivre plus longtemps que moins. Voilà, l'Organisation des Nations Unies dans tout ça. Donc là, maintenant, on revient dans la petite nanoseconde de la fin de la seconde dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors, l'Organisation des Nations Unies, je vais commencer par une anecdote. J'écris 2 romans sur les Nations Unies, comme j'étais fonctionnaire pendant plusieurs années, et dans lequel je me suis permis de faire la critique de cette organisation qui est tentaculaire, quelque part opaque et extrêmement bureaucratique et hiérarchisée. Mais je vais peut-être ici, aujourd'hui, prendre un peu plus la défense pour expliquer la complexité de ce que c'est que de gérer des problèmes qui ne peuvent pas être gérés de façon uniquement souveraine. Donc il y a des sujets, un virus, il traverse les frontières, un parasite comme le moustique traverse, et il y a plein d'autres sujets qui doivent être traités de façon ce qu'on appelle multilatérale. C'est ça les Nations Unies. Et souvent, alors je vais raconter une histoire, et donc c'est une organisation qui est au centre de toutes les sensibilités culturelles. On est à plus de 200 pays qui sont membres des Nations Unies. Quand l'organisation s'est créée en 1945, il y en avait 51. Donc il faut trouver le point de convergence pour éviter le pire. Et donc souvent on pense que les Nations Unies, c'est une organisation qui devrait solutionner les problèmes. Les Nations Unies, c'est l'endroit où on va pour trouver la moins mauvaise solution avant de s'entretuer. Et donc c'est ça en fait les Nations Unies. Et donc quand on le réduit, on verra aux organisations qui sont dans la santé, la tâche est extrêmement complexe.
Alors, je vous raconte une anecdote. Je travaillais en République démocratique du Congo, à Kinshasa, dans les années 2005, et Kofi Annan était le secrétaire général à l'époque, et il était venu nous voir. Il revenait du Moyen-Orient. Hein, c'est une région où la sensibilité est exacerbée. Et puis, il avait dit, voilà, la définition un peu des Nations Unies, et c'est là notre outil, il a dit, pour calmer les esprits, il avait dit à tout le monde, à la presse, mais écoutez, vous savez, les Nations Unies, c'est nous. Effectivement, les Nations Unies, c'est le reflet de tous les pays membres. Et en anglais, ça faisait the United Nations is us. The UN is us, US. La presse a repris le lendemain et a mis dans tous les journaux, parce qu'elle n'avait pas très bien compris, elle avait vu juste the UN is us, elle avait cru que us, c'était United States. Et donc la presse avait mis en gros, the United Nations, le secrétaire général des Nations Unies a dit que the United Nations is the United States. Donc c'était une semaine de scandale, et donc on avait beaucoup ri de se dire. Et donc on se trouve confronté à ce genre de situation en permanence, où il faut faire très attention à ce qu'on dit et aux interprétations. Voilà pour la petite anecdote. Alors, un petit rappel, je ne sais pas si vous avez travaillé un petit peu sur les Nations Unies, c'est une organisation qui, en fait, est la réussite, j'allais dire, de l'échec de la Société des Nations qui s'est créée après la Première Guerre mondiale, qui a résulté donc à la Deuxième Guerre mondiale, parce qu'elle n'a pas réussi, en fait, à faire asseoir les personnes, les pays qui se battaient entre eux. Et c'est une organisation qui se crée avec 51 membres en 1945 et qui a une charte, hein, dans laquelle les pays doivent se soumettre. Et donc on va voir qu'au fil du temps, bien évidemment, on est passé d'une charte qui était relativement juste intentionnelle, hein, de bonne intention, à une charte qui est un peu plus précise dans les termes et dans les obligations. Et c'est là où on voit la limite des Nations Unies, c'est qu'on pense toujours au niveau des Nations Unies, les Nations Unies. Les Nations Unies, c'est le reflet, c'est le miroir des pays membres, et c'est ce qu'ils veulent bien y mettre aussi comme thème qu'ils peuvent déléguer en fait à une organisation multilatérale pour gérer. Alors il y a bien sûr le mandat de la paix, de la sécurité internationale, le développement des relations amicales entre les nations, c'est la coopération internationale et les droits fondamentaux, et c'est la première déclaration universelle des droits de l'homme qui est adoptée en Assemblée générale en 1948. Et là, on parle de liberté fondamentale pour l'homme sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion. Donc c'est un premier pas, mais il n'y a aucun levier, j'allais dire, pour imposer ça au pays. Alors, l'Organisation des Nations Unies, je vais vous montrer un graphique juste après, c'est beaucoup d'instituts, c'est beaucoup d'agences, c'est beaucoup de programmes, mais au centre du dispositif, il y a le secrétariat général, le Conseil de sécurité et l'ECOSOC, qui est l'organe qui fait des recommandations et des études pour recommander au secrétaire général certaines actions. Au niveau de la santé, il y a une organisation dont on a parlé tout à l'heure qui s'appelle l'Organisation mondiale de la santé, qui est créée en 1948 et qui est en charge de la coordination et les normes et la régulation en termes de santé au niveau mondial. Ici, je ne sais pas si vous voyez bien, mais bon, on ne va pas faire toutes les bulles. Ce que vous pouvez regarder, c'est qu'au milieu, la rose, on a le secrétaire général, avec aujourd'hui c'est António Guterres, l'ancien Premier ministre portugais, qui en est le secrétaire général. Nous avons la Cour de justice internationale, l'Assemblée générale, le Conseil de sécurité, donc c'est 5 membres hein, qui sont les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, la Russie et la Chine. Et on a l'ECOSOC. Et l'ECOSOC, c'est un comité qui est là pour faire des propositions et des recommandations. Et là, vous avez en fait 2 grandes bulles. Vous avez certainement les organisations dont vous entendez parler de temps en temps. Ici, ce sont des programmes. Le programme des Nations Unies pour le développement, le programme alimentaire mondial, le programme des Nations Unies pour l'environnement, le programme des Nations Unies pour la population. Et ici, vous avez, donc lié à l'ECOSOC, vous avez des agences spécialisées dont fait partie l'OMS, dont on va parler maintenant. Et bien sûr, vous avez toutes les autres entités qui sont directement ou indirectement liées, mais qui font partie de la mosaïque. Juste quelques slides, on ne va pas toutes les lire en détail, mais pour vous montrer qu'en 1945, la charte est assez timide sur les droits de l'homme. Elle parle, vous prenez le 2e paragraphe, dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, elle parle d'un droit à un niveau de vie suffisant pour sa santé et son bien-être, et ceux de leur famille, y compris l'alimentation, etc. Et pourquoi c'est timide comme ça en 1948 ?
Parce qu'en fait, il y a un problème fondamental, c'est qu'il y a deux puissances qui font partie des Nations Unies qui sont encore des grandes puissances coloniales. C'est la France et la Grande-Bretagne. Et donc, elle ne veut pas être contrainte d'avoir des textes qui les obligent à faire quoi que ce soit. Donc, c'est des grandes négociations pour arriver à un droit et un niveau suffisant pour sa santé. On aura en 1966 une avancée un peu plus importante puisque la notion de droit prend plus d'importance. Et là, on précise un petit peu les mesures que doivent prendre les États. En 1966, on est déjà à 129 membres aux Nations Unies. Donc, on a plus que doublé. Beaucoup de pays africains, bien évidemment. La décolonisation en Afrique, je ne sais pas si vous vous situez à peu près, mais ça commence Algérie, Guinée-Conakry, 1958, et tout le début des années 60, une grande décolonisation de carrément toute l'Afrique de l'Ouest et centrale. L'Afrique de l'hémisphère sud a pris plus de temps. La Namibie, je crois que c'est dans les années 80. Mais là, il y a trois éléments importants à voir. Ce sont les trois bullet points à la fin. On impose un petit peu et on donne de la force à certaines agences dont vous avez entendu parler. C'est la réduction de taux de mortalité infantile. C'est quand même ça qui tue le plus, puisqu'on est vulnérable. Les personnes les plus vulnérables en Afrique sont essentiellement les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes, qui ont un taux d'immunité qui est toujours plus faible. Donc là, on donne un peu plus de mandat à l'UNICEF, dont vous avez beaucoup entendu parler. Tous les aspects de l'hygiène environnementale et industrielle. Donc ça, c'est le Bureau international du travail, qui est une des plus vieilles agences des Nations Unies, qui se trouve à Genève. L'UNICEF se trouve à New York. Et la prévention, le traitement et le contrôle des maladies épidémiques. Donc là, on parle pas encore du VIH-Sida qui n'était pas là, mais du paludisme, de la tuberculose et d'autres maladies émergentes. Et là, pareil, c'est l'OMS et le BIT qui sont en charge. Qu'est-ce qui se passe en août 2000 ? On est au moment où il y a une grande mobilisation parce que l'épidémie de sida a pris des proportions incroyables. On n'a pas de traitement encore de disponible. Les gens meurent dans les 5 ans si elles sont infectées. Et donc là, il y a une grande mobilisation. Et là, on parle vraiment du droit à la santé, mais on ajoute un élément qui est en fait les libertés que cela inclut. Et donc, ces libertés, c'est le contrôle de sa santé et de son corps. Et donc ça, ce sont des termes. Alors très souvent, on se dit tout ça, ce sont des termes, mais il faut d'abord que ce soit dans le papier pour que ça puisse passer. Quelqu'un disait, faites-leur avaler le mot, ils avaleront la chose. Donc je ne sais pas qui a dit ça, mais c'est comme ça que ça se passe. Il faut vraiment qu'en fait, on s'assoie et qu'on dise, voilà, c'est ça, qu'on regarde en face, c'est ça que l'on doit faire. Alors bien sûr, on verra, il n'y a pas de contraintes que l'OMS peut poser au pays, mais il y a un effet de compétition. À partir du moment où on signe une charte et qu'on se met d'accord sur des points, lorsqu'on ne s'engage pas là-dessus, il y a une pression qui est montée interétatique. Donc le droit à contrôler sa santé et son corps, y compris la liberté sexuelle et reproductive, c'est un grand thème ça, parce qu'il y a eu une approche, on le verra tout à l'heure, souvent dans la santé qui est plus morale que de santé publique, pure et simple. Le droit, la deuxième bullet point, c'est le droit de ne pas subir d'ingérence. Vous savez que ce principe d'ingérence, c'est quelque chose qui a été inventé d'ailleurs par les Français, par l'époque des sans-frontiéristes de Kouchner et la bande qui, à l'époque du Biafra, qui se trouve au Nigeria, où on avait ces images terribles pour la première fois, je me souviens, à la télé, on voyait pour la première fois des petits-enfants avec des ventres qui avaient triplé, qui étaient rachitiques, à la télé, en plein écran, c'était un choc. Et donc ce droit d'ingérence se crée, qui consiste à dire, là où la politique et là où le pays ne peut pas répondre, la société civile doit le faire. Et donc, on a vu après l'émergence, bien sûr, de Médecins sans frontières, mais des tas d'organisations sans frontières, Reporters sans frontières. J'ai moi-même commencé ma carrière dans ce domaine chez Vétérinaires sans frontières. J'ai travaillé en Guinée dans les années en 94. Je pensais à l'époque, quand je m'étais engagé, qu'on allait s'occuper des lions, des éléphants, etc. En fait, pas du tout. On s'occupait de l'élevage, des vaches et autres. Donc, c'était un peu moins sexy, mais j'ai beaucoup appris pendant 2 ans sur place. Le droit d'ingérence, le droit de ne pas être soumis à la torture et assurer, bien sûr, l'égalité des chances. Parler de la santé, ce qui était important dans les années 2000, c'est qu'on avait souvent une approche très médicale. Santé, on a un problème, il faut qu'on trouve le traitement. C'est une approche très occidentale. L'approche chinoise est beaucoup plus préventive. Mais très souvent, c'était, on a accès. Beaucoup d'études montraient qu'en fait, en fonction de son appartenance ethnique, de son genre, de sa capacité économique, on a un accès différent à la santé. Je me souviens qu'un des premiers livres que j'ai lus lorsque je faisais mes études de socio-économie avec une spécialisation d'économie de la santé, ça s'appelait « Pour une médecine inhospitalière ».
Et en fait, c'était une ONG qui avait, avec la complicité des pays, qui avait fait une enquête anthropo et sociologique dans 6 pays d'Afrique de l'Ouest, où ils avaient intégré, sans que les hôpitaux le sachent, des anthropos et des sociologues pour observer comment les gens étaient traités. C'était absolument terrible. C'était des coups de pied dans le ventre de femmes enceintes pour qu'elles accouchent, en fonction de ce que je disais, de considérations qui n'étaient que des considérations soit économiques, ethniques ou de genre. Donc voilà, en août 2000, il y a un grand changement, c'est l'article 12 de cette charte qui comporte maintenant un amendement. Alors maintenant, venons à l'Organisation mondiale de la santé. Elle est créée, 194 membres. Le directeur général, c'est un Éthiopien qui s'appelle Tedros Adhanom Ghebreyesus. Et donc sa mission, c'est quoi? C'est de promouvoir la santé, de préserver la sécurité mondiale, de servir les populations vulnérables. Et comme je le disais tout à l'heure, il y a une grande confusion, c'est qu'on croit souvent que l'OMS doit agir. L'OMS est là pour faire des recommandations, des réglementations, des standards, donner des validations, et elle peut influencer à travers des messages. Elle n'a aucun levier politique, elle n'a pas de police pour imposer à des pays de faire ceci ou de cela. Elle peut tout simplement monter la pression, donc c'est une organisation de santé publique et c'est une organisation politique. D'ailleurs, c'est la seule agence des Nations Unies dont la gouvernance est gérée aussi par les pays membres. Donc, ce qui la rend aussi très politique, parfois trop politique. Alors, fonction globale, comme je le disais, établir, surveiller, faire respecter les normes. Alors, vous savez, par exemple, c'est les fameux conseils sur l'alimentation. Donc, on peut faire des campagnes dans la communication. C'est les grandes campagnes médiatiques qui doivent rentrer dans les esprits, un narratif que l'on doit pousser. La logique des 5 fruits et légumes par jour. C'est aussi la lutte, les grandes campagnes contre les maladies. Il y a eu, on verra tout à l'heure, des journées spécifiques pour certaines maladies pendant lesquelles les médias sont mobilisés. C'est des conventions cadres qu'ils peuvent proposer, notamment sur le tabac. Ça a été une grande bataille parce qu'on verra plus tard que les lobbies rôdent un peu de partout. Et notamment sur le tabac, il y a eu des grosses avancées en 2004, mais c'était une grosse bataille. Et ce cadre concernait en fait la réduction de la demande et le contrôle, la maîtrise de l'offre. Et puis, son travail, c'est aussi de travailler en ce qu'on appelle en cross-cutting, c'est-à-dire en harmonisation avec les autres agences qui n'ont pas comme thème principal la santé, mais qui sont concernées par la santé. L'UNICEF, avec les enfants, est concerné par la santé. Le Fonds des Nations Unies pour la population, le FNUAP, est concerné par la santé, puisque c'est la santé reproductive, c'est le planning familial. Donc voilà, elle a pour rôle aussi de s'harmoniser et de donner en fait des guides à toutes ces organisations. Et aussi, bien sûr, de travailler avec les nouvelles organisations qui sont nées et la société civile. En fait, je peux retirer ma petite barbe. Alors, comment elle fonctionne en période de crise? Vous avez vu, en 2 semaines, l'OMS est devenue, dans tous les médias, l'organisation à abattre, puisqu'il y avait une vraie bagarre entre la Chine, qui avait le virus et qui aurait été soupçonnée d'avoir sous-estimé l'ampleur de la Covid. Et il suffisait bien sûr que Tedros, en plus, a fait ses études en Chine, donc on l'a accusé d'être de mèche avec la Chine. Donc voilà, tout est parti un petit peu en rumeur. Mais bon, elle était là pour former un comité. Donc Tedros a monté un comité d'urgence, des experts indépendants viennent et font des recommandations au directeur général. Voilà, et donc c'est elle qui doit décréter si c'est une urgence de santé publique de portée internationale, et on l'a accusée d'avoir tardé un petit peu trop. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Voilà, le vrai problème, c'est est-ce que ces recommandations sont contraignantes? Pas vraiment, il n'y a aucun levier qu'elle a, si ce n'est la pression politique. Donc c'est lui qui décide d'une urgence internationale. Il peut imposer certaines mesures, comme protéger les populations en fonction des épidémies, donc ça a bien marché pour l'Ebola, de dire vous fermez les frontières, mais dans son texte, et c'est là que vous voyez la force des pays, parce qu'on est quand même dans un monde de marché, c'est tout en évitant de créer des entraves inutiles au trafic et au commerce international. Et donc, vous verrez dans les textes des Nations Unies, c'est truffé de sorties de secours pour les pays membres, pour ne pas se plier en fait aux directives des agences des Nations Unies, parce qu'on est on reste des pays souverains. Et donc, c'est un vrai débat. À partir de quand on doit déléguer une responsabilité au-delà de nos frontières? Il y a un livre que je vous recommande, qui est très intéressant, de Régis Debray, qui s'appelle « L'éloge des frontières ».
qui est de très haut niveau, voilà, qui explique un petit peu à partir de quel moment on peut faire du multilatéral. Lui préconise le fait qu'il faut d'abord mieux se définir soi-même dans sa cellule pour pouvoir commencer à collaborer avec les autres. Voilà, vous imaginez que tout ça peut être récupéré de façon politique facilement. Voilà, donc en fait, l'OMS n'est pas doté de mécanismes de sanctions. Alors, d'où vient son financement? Beaucoup de rumeurs et d'idées là-dessus. En fait, les pays membres contribuent en fonction au prorata de leur richesse. Et on se rend compte que 20% des fonds de l'OMS proviennent de ces contributions directes. On verra le schéma après. Les autres, ce sont des contributions indirectes. C'est-à-dire qu'un privé va, on ne va pas arriver avec $100, mais va dire, voilà, moi j'ai envie de financer plus ce pays et je vais financer telle maladie, par exemple. Donc c'est plus ce qu'on appelle earmarked. Son budget, c'est quoi? C'est 8,4 milliards de dollars en 2021. Ça représente, je vous l'ai mis, j'ai fait un petit calcul, 0,008% du PIB mondial. C'est en fait le budget des hôpitaux de Paris en 2020. Donc c'est là où on voit aussi les proportions et voir quelles sont les possibilités. Donc voilà, la grosse partie de l'argent est consacrée aux maladies transmissibles, à renforcer les systèmes de santé, à aider les pays les plus pauvres, et bien sûr aussi les maladies qu'on appelle non transmissibles, qui sont les maladies du futur, qui sont les maladies cardiovasculaires, les maladies génétiques. Ici, vous avez sur ce schéma, ce qui est intéressant de voir, donc le plus gros pays en pourcentage, c'est les États-Unis, et qui peuvent jouer là-dessus, donc c'est 115 milliards de dollars qu'ils contribuent. La France est en 6e position. Mais ce qui est intéressant de voir, quand vous regardez le schéma de droite, c'est que vous voyez les États en bleu, et vous voyez en fait les autres alliances des programmes et des privés, et notamment la fondation Bill Gates, vous en avez tous entendu parler, la fondation Bill et Melinda Gates, qui depuis plus de 20 ans maintenant a ouvert une fondation qui est basée à Seattle States et qui œuvre dans les maladies transmissibles, beaucoup dans la vaccination. Et aujourd'hui, la fondation, c'est le 2e contributeur des nations de l'OMS. Alors, le problème que ça pose, alors merci Bill Gates, on va dire, parce que c'est quand même des sommes importantes, c'est un demi-milliard par an qu'il verse, et en plus il verse d'autres sommes à d'autres fonds, comme le Fonds mondial de lutte contre le paludisme, le sida, la tuberculose, le fonds Gavi, qui est l'Alliance pour la vaccination et l'immunisation. Alors, merci Bill Gates. Le problème que ça pose, c'est un homme intelligent qui n'a pas essayé, a priori, d'influencer trop, mais quand même, il pense qu'il a aussi une intelligence pour se dire, voilà, c'est ça les priorités. Et le problème qu'il y a dans l'action individuelle, c'est quels sont les garde-fous pour faire quelque chose qui est de l'ordre d'intérêt public et qui est dans la bonne hiérarchie des priorités. Alors pour le moment, ça ne s'est pas trop posé. Au début, ils ont patiné un petit peu et ils financent l'OMS et ils essayent de la restructurer et de l'aider. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que finalement, voilà, la France, grand pays mondial, est derrière un privé. Et Bill Gates, ce qu'il a fait avec sa fondation, alors c'est pas de l'argent, c'est un fonds qu'il a créé où il met des ressources de Microsoft, de sa propre fortune, et il a créé un club aussi des gens qui, pour adhérer à ce club, il faut avoir une certaine fortune et il faut s'engager à donner au moins 50% de sa fortune au moment avant ou au moment de sa mort. Et c'est avec cet argent qu'il finance la fondation. Et ensuite, c'est avec cet argent qu'ils mettent dans un fonds commun, les intérêts de ce fonds financent la fondation. Et la fondation, c'est environ 4 à 5 milliards par an. Pour vous donner un ordre d'idée, le Fonds mondial, qui est la plus grosse fondation de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, qui est basée à Genève, où j'ai travaillé aussi, j'ai fait partie de la création, c'est aussi 4 à 5 milliards par an. Donc voilà, c'est le monde dans lequel on est aujourd'hui. Alors, pas de jugement, parce que on a besoin, bien sûr, de plus de ressources. Alors, les limites des Nations Unies, on va prendre le cas de l'OMS, c'est la dépendance à ces financements dont on vient de parler. Alors, je vais vous donner 2 exemples. Vous vous souvenez, le président Trump s'est retiré de l'OMS, après 6 mois de mandat, en disant on se retire complètement. Donc, compte tenu de la magnitude de l'investissement qu'ils font, c'était relativement perturbateur pour l'organisation.
Un deuxième élément aussi qui peut intervenir, c'est ce que je disais, c'est les approches idéologiques. Le FNUAP, le Fonds des Nations Unies pour la population, travaille sur le planning familial, la régulation des naissances, les naissances choisies. Il y a une idéologie, et à chaque fois qu'il y a un gouvernement, une administration républicaine qui est plutôt pro-vie aux États-Unis, les fonds se sèchent, et chaque fois que c'est les démocrates, les fonds remontent. Donc ça, ce sont en fait des contraintes qui font que les financements ne sont pas prévisibles et qui pénalisent aussi le bon fonctionnement. Le deuxième point, c'est ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, un peu, c'est la contrainte d'être avec des fonds privés qui peuvent orienter un petit peu les priorités. Un autre point faible aussi de l'OMS, c'est sa gouvernance. C'est une organisation très politique. Les Nations Unies, c'est extrêmement hiérarchisé. Quand on est à l'époque de l'intelligence artificielle, de la blockchain et de mécanismes qui nous permettent de dépasser tout ça, on se retrouve vraiment un siècle en arrière avec cette organisation. Et puis le dernier point, c'est la force des lobbies du secteur privé. Je vais vous donner 2 exemples. Il y a un très bon ouvrage, je vais faire un peu de promo pour un de tes livres que j'ai lu il y a longtemps. Tu avais écrit un livre sur les lobbies qui œuvrent à l'Union européenne, c'est ça, à la Commission européenne. Et donc moi je l'ai vécu directement de frontline. Je vous ai mis ici une photo. Quand j'étais au Fonds mondial, donc c'était cette fondation à Genève, en 2003, de 2000 à 2003, de 2003 à 2005, le président du conseil d'administration du Fonds mondial était Tommy Thompson, pour ne pas le nommer, qui était aussi le ministre de la Santé aux États-Unis. Et donc, il était à l'Assemblée nationale des Nations Unies. À cette époque, il y avait l'OMS travaillait beaucoup sur la maladie non transmissible. Il y avait un rapport macroéconomique qui était sorti dans les années 90 qui avait dit qu'il y avait 5 grandes priorités de santé publique. C'était le paludisme, le VIH-Sida, la tuberculose, l'obésité et l'impact du tabac. Donc l'OMS avait pris à bras raccourcis le thème, notamment de l'alimentation. Et ce ministre avait dit clairement à l'Assemblée, il a dit « Nous sommes contre le fait que l'OMS interfère avec ce qui n'est qu'une question de choix individuel des citoyens. » Et après, il avait dit aussi, by the way, je représente aussi ici, chose qui serait impossible en France de faire ça directement, la voix de notre industrie alimentaire. Voilà, donc ça, ce sont les contraintes aussi que les Nations Unies doivent rencontrer. Alors, il n'y a pas que les États-Unis. En France, de façon beaucoup plus subtile, on a aussi, nous, nos produits à vendre. Donc, ceci n'est pas une drogue. Vous vous souviendrez qui est l'inventeur. C'est qui? C'est du Magritte, ça, plus ou moins, probablement, oui. Et puis, bien sûr, Carlsberg, où on va utiliser les enfants pour faire la promotion de la bière. Donc, comment? Peut-être Ben. Oui, peut-être Ben, voilà. Donc voilà, donc ça, ce sont les contraintes avec lesquelles les organisations doivent jouer. Les quelques agences, j'en ai déjà parlé, je vais aller un peu vite. Alors, le Programme des Nations Unies pour le développement, qui a sous tutelle aussi l'ONU Femmes, l'ONU-SIDA, qui a été un nouveau partenariat pour coordonner la lutte contre le VIH-SIDA avec toutes les autres agences, le FNUAP, on en a parlé, le PAM, le Programme alimentaire mondial, qui est basé à Rome, le Haut Commissariat aux réfugiés, tout ça, ce sont des agences des Nations Unies, l'UNICEF, le BIT. Toutes sont impliquées dans la santé. Voilà, maintenant on va passer sur ces 20 dernières années. Quels ont été les grands avancements ces 20 dernières années? Le monde s'est doté. Quand moi j'ai commencé, après mon aventure chez Vétérinaires sans frontières, j'avais repris des études à la Sorbonne et ensuite j'étais devenu le directeur d'un programme de lutte contre le paludisme au Cambodge et on travaillait avec le Cambodge, le Laos et le Vietnam. Et à l'époque, je me souviens, on n'avait pas de cadre en fait. On travaillait avec les pays, on était assez désorganisés. La façon dont on opérait dans ces pays-là différait d'autres pays. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin des années 90, il y a un premier cadre qui est sorti, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, qui s'appelait les objectifs du millénaire. Et au début des années 2000, un nouveau cadre l'a remplacé et ça s'appelle les ODD, les objectifs du développement durable. Et c'est un grand cadre mondial qui traite de 17 grands objectifs qui vont de la santé, qui couvrent l'intégralité des enjeux socio-économiques qui concernent le monde entier. Et donc c'est le climat, la biodiversité, l'énergie, l'eau, l'éducation et la santé. Et le numéro 3, c'est donc bien sûr la santé, dont on va parler maintenant. Donc ça, c'est une grande progression. Il faut savoir que dans les années 2000, on a
comme secrétaire général des Nations Unies Kofi Annan, et c'est aussi l'administration Clinton, la fin de l'administration Clinton. Et c'est aussi l'émergence du VIH-Sida avec une énorme communauté gay américaine, activiste, qui fait un branle-bas de combat terrible pour dire il faut maintenant des solutions tout de suite et rapides. Donc il y a un élan à ce moment-là, à la fin des années 90, terrible. Hein. Les premiers malades, c'était les chocs, vous n'étiez pas nés, mais moi je me souviens, c'est 1992, Magic Johnson. Donc on se rend compte que ce n'est pas non plus une maladie uniquement qui touche les homosexuels. C'est le joueur de tennis Arthur Ashe, qui est hémophile et qui se fait transfuser du sang. C'est Rock Hudson, ce comédien américain. Et donc là, on est tous vraiment choqués et tout le monde a peur. Tout le monde se dit, ça nous concerne tous. Donc on a ce grand cadre qui se met en place. Et donc là, je ne vais pas tout vous lire. Et donc il y a 3 principaux chantiers et campagnes qui sont lancées pour la santé, qui sont essentiellement la santé infantile, enfants de moins de 5 ans, la santé maternelle et les maladies transmissibles telles que le paludisme et le VIH-Sida. Je vous laisserai la présentation. On a fait d'énormes progrès en santé infantile, mais on est loin du compte. Le continent qui est en fait le plus touché, c'est l'Afrique. Alors en quoi le sida a tout changé? Eh bien, je pense que j'en parlais récemment aussi avec des collègues qui étaient dans beaucoup plus que moi d'ailleurs dans le monde du VIH-Sida. On pense que c'est un peu la fin du cynisme, pas total, mais c'était en fait de commencer à confronter les situations et de donner les moyens de répondre à ces épidémies. Je vous ai mis quelques diapositives ici. Le VIH-Sida, pour origine, voilà, donc c'est en Afrique, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est aujourd'hui 77 millions d'infections, 36 millions de décès, 37 millions de personnes qui vivent avec le VIH. Il y en a 60% seulement qui ont accès aujourd'hui au traitement. Et tous les ans, on a encore 1,5 million d'infections, essentiellement des jeunes femmes en Afrique. En France encore, cette année, il y a eu 240 morts. Hein. Donc on a beaucoup progressé, et donc les grands déterminants, hein, c'est l'urbanisation, la paupérisation, la prostitution et aussi le déplacement de population. 2 tiers des personnes qui vivent avec le VIH se trouvent en Afrique. Qu'est-ce qui s'est passé? Le premier point, c'est qu'il y a eu une mobilisation sans précédent. Il y a eu des financements qui sont passés de 5 milliards en 2001 à 32 milliards en 2020. Donc il y a eu une mobilisation qui n'a pas baissé. Le dernier, j'allais dire, on appelle ça le replenishment. Tous les 3 ans, le Fonds mondial se fait une grande campagne pour réunir des fonds. C'est notre président Macron qui était le chef de file il y a 2 ans à Lyon. Et donc, les pays ont renouvelé leur engagement. Donc ça, c'est quelque chose qui était sans précédent. La lutte contre le paludisme, on avait cru dans les années 70 qu'on avait solutionné le problème. Les financements se sont arrêtés avant de finir le job. Le paludisme est remonté et a commencé à faire des millions de morts à nouveau. Donc ça, c'était une leçon qu'on avait apprise. Il faut maintenir les financements jusqu'à finir le job. Il y a des objectifs à 2030. L'impossible est devenu possible, c'était aussi la coordination, j'en parlais tout à l'heure, la création de l'ONU-SIDA. Lorsque le monde a dit, voilà, on va s'engager sur la lutte contre le sida, on va mettre des ressources, l'OMS a dit, très bien, donnez-nous l'argent. Les pays ont dit, non, on ne va pas faire comme ça, on va faire une agence qui va coordonner les agences des Nations Unies, qui vont faire un certain type de travail, mais on va créer un fonds spécifique qui va être un bras armé et qui va avoir la capacité de, ce qu'on dit, de cracher l'argent pour les pays, c'est-à-dire d'avoir un mécanisme comme une banque de donnant-donnant avec des objectifs. Donc l'OMS était un peu surprise au début, mais ça a aidé aussi les Nations Unies à s'organiser, à se remettre en question et de voir quel était vraiment leur rôle au-delà d'avoir plus d'argent pour faire fonctionner leur institution. Le 3e point, c'est d'avoir mis le droit et la justice sociale au centre du dispositif. Il y avait ce qu'on appelle beaucoup de top-down hein, dans l'aide à la coopération. C'est souvent, on dit, c'est les pays du Nord qui disent aux pays du Sud ce qu'il faut faire. Là, il y a eu un changement en fait, de position. C'est qu'on a dit il faut que la société civile fasse partie de la décision au niveau de la gouvernance jusqu'au niveau des services. Et donc là, il y a une vraie poussée de Kofi Annan avec Bill Clinton à l'époque qui a inclus la société civile à tous les échelons. Et dans la gouvernance et aussi dans la mise en œuvre des programmes. Le grand slogan, c'était
les patients disaient « rien pour nous sans nous ». Et ça, c'était un grand changement. L'autre point, comme je disais, c'est la justice sociale, c'était aussi de passer d'un esprit, d'une approche morale. Au début, à la fin, bien sûr, du mandat de Clinton, c'est George W. Bush qui est arrivé, et donc ils ont créé un programme bilatéral de lutte contre le sida, ils donnaient beaucoup d'argent aussi au Fonds mondial, mais ils avaient une approche aussi morale, et leur approche c'était ABC. Ça voulait dire abstinence, behavior, condom. Tout le monde savait pertinemment qu'il fallait absolument s'attaquer à 3 populations clés qui étaient les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes, les travailleurs du sexe, travailleurs et travailleuses du sexe, et les usagers de drogue qui s'échangent des seringues. Les États-Unis ne voulaient absolument pas, et on savait pertinemment qu'il fallait des programmes d'échange de seringues propres, ne voulaient absolument pas que l'argent des États-Unis soit utilisé pour les seringues pour une raison morale. Et il y a une telle pression de la communauté internationale pour dire ça ne fait pas de sens. On est en train de laisser le principal déterminant, le principal vecteur qui conduit la maladie exponentielle si on n'adresse pas ce sujet au-delà de la morale. Et là où on a gagné, c'est qu'on s'est rendu compte qu'il faut laisser la morale de côté. Si on veut s'attaquer à une épidémie, il faut avoir des arguments de santé publique et pas du tout des arguments moraux. Alors c'est très compliqué parce que vous voyez les chiffres. En 2006, il y avait 92 pays qui criminalisaient les relations sexuelles entre personnes de sexe identique. 76 pays en 2014, l'objectif c'est 0 en 2030. Mais encore aujourd'hui, il y a 69 pays qui trouvent que c'est illégal. Il y a 9 pays qui peuvent appliquer la peine de mort pour l'homosexualité. Donc on est loin du thème, mais en tout cas ce qu'il faut voir toujours dans la vie, c'est la direction qu'on prend. Et donc il y a un énorme travail qui a été fait pour pousser les dirigeants de pays à vraiment adresser ce sujet. Je ne sais pas si... oui, j'ai encore une petite 10 minutes. 10 minutes, oui. 10 minutes, je vais essayer de pas être trop long. Pression sur les laboratoires pharmaceutiques, bien évidemment. Au début, les traitements, je me souviens en 2000, c'était mais comment on va financer des traitements à 20 000 $ par an pour 10, 20, 30 millions de personnes? C'était impossible. Il y a une pression qui a été faite. 2 pays ont commencé à dire ben nous, c'est simple, on va faire des génériques. Et donc, il y a une pression qui a été faite. Aujourd'hui, un traitement antirétroviral par an coûte moins de 100 $. Donc 8 $ par mois, ce qui est tout à fait abordable pour des bailleurs de fonds, pour des individus. L'autre point, c'est la recherche scientifique. On a mis des ressources exceptionnelles. Au début, c'était un cocktail de médicaments terribles. Aujourd'hui, c'est 1 prise par jour et on arrive à des taux de virus indétectables. Et donc, le traitement est devenu même un outil de prévention, puisque lorsqu'on a traité depuis plus de quelques mois, on ne transmet plus d'ailleurs le VIH-Sida, même si on reste porteur, parce que c'est une maladie qu'on ne guérit pas, mais qui est chronique. La prévention au centre du dispositif, des campagnes de 100% condoms. À l'époque, je travaillais en Thaïlande, il y avait des condoms de partout. Pourtant, on sait que c'est un pays qui a une liberté, notamment à Bangkok, sur les spectacles sexuels et autres, mais il y avait des condoms de partout. Donc c'était vraiment, il faut lâcher et avoir une approche non pas morale, comme je le disais, donc la prévention qui était au centre du dispositif. Et enfin, voilà, le leadership politique, ce n'est pas les pays du Nord qui décident, c'est les pays qui sont bénéficiaires qui doivent être au centre du dispositif. Et élever le sujet quand c'est d'une importance mondiale, non pas uniquement au niveau du ministère de la Santé, mais au niveau de la primature, du Premier ministre, voire même du Président de la République, ce qui a été fait dans quasiment tous les pays. L'émergence de nouvelles organisations, je vous en ai parlé tout à l'heure, donc ça c'est aussi quelque chose de nouveau. Je vais parler peut-être de l'United, vous avez peut-être entendu parler, c'était une initiative qui s'est créée aussi il y a maintenant une quinzaine d'années, à l'initiative de la France, de la Grande-Bretagne, du Brésil et d'autres pays, qui consiste à taxer les billets d'avion pour financer certaines maladies. Donc de nouveaux mécanismes pour financer les maladies au-delà de la taxation habituelle. Alors vous avez des grandes campagnes, vous qui êtes dans la communication, vous en entendez certainement parler, le 1er décembre c'est la campagne contre le sida, des thèmes qui permet aux médias de s'emparer du sujet et de communiquer autour de ces points sensibles. Je vous ai extrait, je parlais avec un copain qui travaille à New York dans la com et je lui demandais un peu comment vous réagissez en termes quand il y a une crise. Et donc il m'avait donné ce slide, cette diapositive en disant la première chose c'est il faut qu'on crée et qu'on maintienne la confiance tout de suite, qu'on ne cède pas à la panique. Pour ça il faut qu'on reconnaisse et qu'on communique même dans l'incertitude.
Il faut coordonner les efforts, comme on l'a dit tout à l'heure. Il faut être transparent et rapide. C'est très difficile pour un pays de donner ces informations. On n'aime pas faire ça. Il faut impliquer la communauté et les bénéficiaires tout de suite, ceux qui sont affectés. Il faut gérer et monter des cellules de gestion de la rumeur. La rumeur, c'est quelque chose qui est terrible. Quelqu'un disait c'est plus facile de casser un atome que de casser une rumeur. Moi qui ai à un moment été pris dans un imbroglio un peu juridique, je me suis rendu compte que la rumeur est coriace. Il faut utiliser des approches intégrées. Ce n'est pas parce qu'il y a une nouvelle maladie qu'il faut créer un système nouveau. Il faut voir comment le système en place va pouvoir absorber. Et bien sûr, toujours construire la capacité nationale. Voilà, donc je vous ai parlé un petit peu de ce qui a été ces 20 dernières années, en tout cas en quoi cette maladie, qui était une pandémie, a remis en question un petit peu la façon dont on faisait la coopération. Et maintenant, on va faire quelques perspectives. Alors, il y a deux grandes responsabilités principales pour la santé aujourd'hui. Premièrement, c'est améliorer le fonctionnement de l'être humain, d'avoir des meilleures performances. Et deuxièmement, c'est de protéger contre les différentes pathologies possibles, que ce soit à travers de la prévention ou à travers des traitements. Et ces deux responsabilités ont pour objectif de prolonger la vie humaine, et de façon confortable. Comme je vous le disais au début, on rentre dans une phase certainement de maladie de civilisation, maladie liée au style de vie dont la fréquence d'apparition semble augmenter au fur et à mesure. Et donc ce sont en fait des maladies qu'on va avoir, qui vont être des maladies plutôt chroniques, des maladies cardiovasculaires, du diabète, de l'asthme, des allergies, etc. On va de plus en plus vers une approche en fait très taoïste, qui est qu'on n'est pas uniquement, notre identité humaine n'est pas totalement indépendante du reste de l'environnement. Et il y a ces trois éléments dont on parle, c'est une santé, c'est une grande campagne qui est lancée maintenant, c'est One Health, très taoïste. L'être humain, la santé de l'humain passe par la santé des animaux, passe par la santé de l'environnement. Donc c'est un concept qui repose sur un principe simple, selon lequel la protection de la santé de l'homme passe par celle des animaux et de l'environnement. Alors, est-ce que c'est la mort de la mort? Parce qu'on va commencer à vivre longtemps. Il semblerait que les personnes qui vont vivre 150 ans sont déjà nées. Donc, a priori, elles sont plus par ici. La première, c'est que, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a deux façons distinctes aujourd'hui qui sont proposées concrètement, techniquement. Elles ne sont pas encore mises sur le marché, mais qui sont techniquement possible. La première, c'est la réparation. Ça passe principalement par la modification génétique. La deuxième, c'est de soigner les personnes et de prendre le problème à l'envers, c'est-à-dire de fonctionner en fait par ajout. Au lieu de chercher à réparer un organe dysfonctionnel, on va le remplacer. Et on est déjà très avancé. L'impression 3 dimensions de foie et de peau existe. Une organisation à Los Angeles qui s'appelle Organovo qui fait ça. Pour le moment, on ne le transplante pas, mais pour le moment, on l'utilise. L'Oréal achète de la peau synthétique. Avant, elle achetait de la peau chez des êtres humains morts en Inde. Maintenant, c'est un grand débat éthique. Maintenant, elle achète de la peau synthétique pour tester ses pommades. Et sinon, ça peut être par injection des gels qui vont refaire vos vaisseaux. Alors, j'ai décidé, en fait, plutôt que de vous expliquer tout ça, il y a une organisation que j'aime beaucoup, qui fait de la prospective dans différents domaines et qui a fait et j'en finirai bientôt dans la présentation, qui fait une prospective de ce que va être peut-être notre monde en 2050. Alors, cette organisation, elle s'appelle Boomer, c'est les passionnés de l'innovation. Et donc, voilà, je vais vous lire le texte directement. Nous sommes des cyborgs. De nos jours, chaque être est en réalité à 90% humain au maximum, puisque nous sommes tous augmentés. Chaque personne possède un bot cérébral, un petit robot inséré dans notre cerveau, et nous avons des micro-robots qui circulent partout dans notre corps. Des implants nous permettent aussi d'avoir plus que les 5 sens dits naturels. En fait, nous avons 17 sens. Le sens de l'orientation, la capacité à sentir des ondes magnétiques, à détecter les températures, voire les rayons invisibles, à percevoir les ultrasons. Nous avons aussi le sens empathique qui nous permet de ressentir plus intensément les émotions des personnes que nous avons en face de nous. Bref, notre corps est beaucoup plus réceptif à tout ce qui nous entoure par rapport aux années 2020. Tout ceci est dû au développement des biotechnologies qui sont au cœur de la santé. Alors, nous avons une multitude de capteurs qui vont à l'intérieur de notre corps et qui sont connectés à un environnement plus large. Nous sommes dotés de capteurs internes, petits micro-robots qui circulent dans le corps,
sur nos corps, sur notre peau, qui vont être connectés aussi à des objets. Nous serons wearables. Nous n'avons plus besoin de nous rendre dans les centres médicaux ou des laboratoires d'analyse, puisque tout est évalué en continu, sans même que nous y pensions. La médecine préventive est totalement passive. Par ailleurs, les données générales sur l'environnement sont récoltées dans l'espace collectif grâce à une nouvelle application, les Smart Dust. Elles permettent notamment de détecter les virus qui circulent dans l'air, les vagues de froid, les chaleurs, pour adapter la température des lieux en conséquence. Bref, la prévention se fait sur mesure, majoritairement par notre alimentation, sans même que nous nous en rendions compte. Nos plats contiennent déjà la dose médicamenteuse de tout ce qu'il nous faut pour nous maintenir en bonne santé et prévenir les maladies. Une chirurgie, plus la peine d'aller sur le billard. Les mini-robots chirurgiens en kit qui interviennent à l'intérieur du corps du patient sans charge. Les chirurgiens humains manipulent les hologrammes des organes du patient. Ils sont donc libres de tout mouvement puisque l'organe digital est sorti de son contexte. Les mouvements des chirurgiens humains sont ensuite reproduits par des robots chirurgiens. Il serait quand même assez imprudent de laisser un être humain manipuler notre corps vivant. Ces robots et les outils chirurgicaux se montent sur place dans l'organisme. Chaque partie est préalablement ingérée par le patient, zoup. Elle se déploie ensuite dans le corps. Une fois leur mission accomplie, les robots se désintègrent naturellement, on n'a rien senti. Grâce à ces progrès, les patients se remettent rapidement des opérations. Et d'un point de vue esthétique, tout va bien puisqu'il n'y aura plus de cicatrices. Voilà peut-être le monde dans lequel nous serons dans 30 ans. Je vous laisse méditer là-dessus. Alors, bien sûr, le dernier petit point que je voulais aborder avec vous, on va le faire rapidement, c'est le problème, bien sûr, c'est l'accès. Qui aura accès à tout ça ? Regardez cette carte, vous voyez que tout ce qui est très vert, c'est là où on a beaucoup de personnel de santé, beaucoup de services de santé, des systèmes qui fonctionnent, et dans le sud, il y en a moins. Aujourd'hui, la couverture de vaccins Covid, elle doit être à peu près à 70 à 80%, voire 90% dans les pays du Nord. Elle est à moins de 20% dans les pays du Sud. Un point que je voulais voir avec vous, et ça sera bientôt la fin, c'est cette notion en fait de bien public mondial. À partir de quand ? Donc, pour qu'il y ait un bien public mondial, le terme économique a été défini, c'est l'ensemble des biens accessibles à tous les États qui n'ont pas nécessairement un intérêt individuel à les produire. Il faut 2 éléments pour ça. La non-rivalité, c'est-à-dire un bien dont l'utilisation du bien par une personne n'entraîne pas la réduction d'une autre personne. Et il ne faut pas qu'il soit excluable. C'est-à-dire que la personne ne peut pas exclure de la consommation, c'est-à-dire que si elle n'a pas les sous, elle ne doit pas en être exclue. C'est ces 2 points importants. C'est un point important parce que ce principe du bien commun, en fait, c'est une défaillance du marché. Le marché ne peut pas penser comme ça, c'est les États qui doivent penser comme ça. Pour ça, il faut une coordination interétatique. Les 3 grandes catégories, c'est quoi ? C'est les biens publics, il y en a 3 qui ont été définis par le PNUD, c'est les biens publics naturels, l'eau, l'air. Est-ce qu'on devra payer pour l'eau ? Est-ce qu'on doit payer pour l'air ? Le deuxième, ce sont les résultats de nos créations, les vaccins, les traitements. Et le troisième, ce sont des concepts, des réglementations, des concepts, la paix, la santé, la stabilité du système financier international, par exemple. Je vais passer, alors, est-ce que le vaccin peut en être ? Oui, il peut, à partir du moment où il est fabriqué en quantité suffisante, et bien sûr, si il est rendu gratuit. Alors, c'est un point important. Jonas Salk avait inventé le vaccin contre la polio, et souvent, ce qu'il faut faire pour ne pas rentrer dans la logique de marché, il faut lâcher les droits. Et c'est pour ça aussi qu'on a réussi. Alors, il a perdu certainement certains milliards de dollars, mais il a réussi à faire de sorte que les vaccins ne soient pas chers et qu'on élimine bientôt la polio. Je vais passer sur comment gérer les biens publics, on en a parlé un petit peu déjà. Et voilà, maintenant pour terminer, en fait, j'ai une mauvaise nouvelle et j'ai une bonne nouvelle aussi. Alors la mauvaise, je vais vous demander de vous regarder, de faire des petits groupes de 3 et de vous regarder dans les yeux. Voilà. Alors, regardez-vous. Alors, je peux vous dire quasiment de façon certaine que 2 personnes sur les 3 d'entre vous vont mourir d'une maladie génétique. Quasiment sûr. Je ne peux pas vous dire qui des 3, mais ça, c'est quasiment sûr. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. J'ai une bonne nouvelle. Si vous étiez né à l'époque de Molière, en 1600, regardez-vous encore. 2 d'entre vous seraient déjà mortes parce que je pense qu'à 21 ans, il y avait 2 personnes sur 3 qui n'arrivaient pas à 21 ans. Si vous étiez né à l'époque de Darwin, en 1800,
c'était 1 personne sur 3 qui n'arrivait pas à 21 ans. Mais voilà, vous êtes né à l'époque de Justin Bieber, et donc vous avez 99,9% de chances de survivre. Voilà, donc je vous souhaite une bonne et longue vie à tous. Merci beaucoup. Tu vois, ils sont vivants, ils le manifestent, et j'aimerais maintenant qu'ils réagissent à l'ensemble, dans l'ensemble de tes propos, mais je crois surtout à tout ce qui est... au fond, ce qui a été extrêmement intéressant, c'est que le passé, tu l'as utilisé pour qu'on comprenne mieux ce qui est en train de nous arriver et ce qui va nous arriver. Alors, cela dit, c'est vrai que ce qui va nous arriver va nous sauver, et en même temps, ça nous isole en même temps. Nous sommes un peu contradictoires, il faut bien le reconnaître. Mais je ne vais pas faire de discours, je préférerais amplement que ce soit eux qui interviennent. Et encore merci Roberto d'être venu jusqu'à nous, parce que je sais que tu n'habites pas la France, et que en fin de compte, entre le Brésil, l'Inde, la Thaïlande, tu trouves le moyen d'avoir noté quand même cette date depuis 6 mois. Ça fait 6 mois qu'on en a parlé, du 26 janvier. Allez, mes chers étudiants, qui veut prendre parole? Qui veut prendre la parole? Celui qui prendra la parole est sûr de vivre jusqu'à 100 ans. Voilà, bon. En personne? Il n'y a pas de... Ah, si, ça vient. Voilà. Merci. Je ne suis pas sourd encore. Mais ce qui est intéressant, tu vois, c'est que là, il y a 1 semaine, j'étais à l'Académie d'agriculture à une conférence, et ils ont conclu leur conférence, leur colloque exactement sur la même chose que toi, sur le phénomène S, à savoir que c'est quand même la chose la plus importante, c'est de comprendre ça, et y compris eux, en tant qu'éleveurs, en tant qu'agriculteurs, disant, si on ne comprend pas ça, on en précipite tout dans le chaos. Oui, allez-y. Bonsoir, merci beaucoup pour le déplacement et la conférence. J'avais une question parce que vous avez parlé de l'explosion de la démographie, en fait, de la population démographique. Et donc, je me demandais, est-ce qu'au final, ce n'est pas l'accroissement de la population démographique qui est finalement la cause ou le problème de toutes les maladies à grande échelle, au final, puisque c'est vrai que, comme vous l'avez dit, plus il y a de gens, plus il y a de regroupements de population, et donc plus il y a de maladies qui se forment. Et au final, est-ce que c'est pas ça le problème ? Oui, vous touchez le cœur du sujet, mais je pense que ce n'est pas uniquement ça. On a vu, il y a des déterminants qui se rencontrent, qui convergent et qui, à un moment, sont favorables à ce qu'une épidémie prenne. Ce que je pense qu'on a appris pour la Covid, j'étais en 2003, je vivais au Cambodge, et il y a eu une première épidémie du même type, un coronavirus, qui s'appelait le SARS. Le choc que ça a eu dans toute la région d'Asie Pacifique, Asie du Sud, Asie du Sud-Est et Pacifique, c'est pas arrivé en Europe, a été colossal. Il y a eu des lockdowns comme ici, il y a eu une paranoïa totale, beaucoup de business se sont écroulés, etc. Ils ont appris la leçon. En 2019, j'étais sur place au début de l'épidémie, quand on avait les premières rumeurs de l'infection. Tout le monde portait déjà le masque dans le métro à Bangkok, parce que les gens étaient déjà habitués. Je vous dis ça parce que qu'est-ce qui s'est passé dans nos pays ? On pensait que c'était des maladies des autres endroits, et on s'est rendu compte qu'il y avait un nouveau normal. Et le nouveau normal, c'est notre système de santé n'était pas prêt pour répondre à ce genre de maladie. Je vous rappelle quand même que notre actuel ministre de la Culture, qui était la ministre de la Santé sous le gouvernement de Chirac, s'était fait incendier, insulter, parce qu'il y avait une épidémie qui pouvait venir, qui était le H1N1, je crois, et elle avait fait des grands stocks de masques. Elle s'était fait insulter par tout le monde en disant, parce que bien sûr l'épidémie n'avait pas pris, en disant « ouais, vous avez gâché l'argent des Français, etc. » Une position absolument dégueulasse. Qu'est-ce qui s'est passé ? On n'avait pas de masque. Il faut accepter, lorsqu'on veut répondre à des épidémies, d'avoir des stocks, même s'ils deviennent périmés. Ça doit faire partie de la réponse. Et je dis ça parce qu'en fait, il y a un nouveau normal. En 1969-70,
il y a 50 ans une épidémie qui s'appelle la grippe de Hong Kong, qui fait entre 1 et 4 millions de personnes, qui meurent. À l'époque, la population mondiale est la moitié d'aujourd'hui. J'ai demandé à mes parents qui ont 90 ans, vous vous en souvenez? Non, pas du tout. Les gens sont morts. La Covid, au niveau mondial, c'est 5,6 millions en 2 ans, donc pas beaucoup plus. Mais aujourd'hui, quand on a 80 ans, on ne veut pas mourir. C'est un nouveau normal. Et je pense qu'on n'a pas travaillé beaucoup, on a beaucoup travaillé sur le 3e âge, on n'a pas encore travaillé beaucoup sur le 4e âge. Donc il y a eu effectivement une population qui croît, on est exposé à de nouvelles maladies, il faut qu'on accepte en termes de population d'une communauté, de savoir qu'est-ce qu'on veut faire. On ne va pas faire des lockdowns à chaque fois qu'il y a une épidémie. Mais ce n'est pas uniquement ça, c'est la mobilité, l'acceptation d'un pays de savoir est-ce qu'on laisse mourir les gens ou est-ce qu'on les soigne. Et c'est aussi une chose qu'on n'avait pas il y a 50 ans, c'est 2 choses. C'est on n'avait pas une science aussi spécifique et perfectionnée qu'aujourd'hui, et on n'avait pas l'Internet. Donc ça veut dire qu'avec l'Internet, non, ce n'est pas uniquement les médias sociaux qui véhiculent de l'information, de la bonne et de la mauvaise, mais bon, il y a de la transparence quand même. C'est aussi la capacité, avec le big data, de traquer les virus, de traquer les parasites, de traquer la mobilité et les patients. Donc tout ça, ce sont de nouvelles données qu'on a. On voit toujours le Covid comme un drame. Moi, je le vois, non pas comme, mais je vois comme une énorme préparation au futur. On a une capacité énorme à répondre à ces maladies. C'est quand même assez exceptionnel. Donc effectivement, cette démographie est un gros problème, surtout si on passe à 15 milliards de personnes, c'est-à-dire le double d'ici 80 ans. Donc oui, la démographie, c'est un gros problème. Et on voit que c'est même cette courbe, elle est quand même assez effrayante. Hein. On voit c'est exponentiel depuis 200 ans. Donc, bon, effectivement, le vrai problème, un des vrais problèmes, c'est ça. Mais il semblerait malgré tout au niveau démographique qu'il y ait d'autres signes, en particulier le fait qu'on considère que la Chine s'est habituée à avoir qu'un seul enfant et que les Chinois disent qu'ils vont passer d'1,4 milliard à moins d'1 milliard dans 30 ans. Et quant à l'Europe, on a 550 millions, je crois, et on a des taux de fécondité de 1,80 en France, qui c'est le plus élevé, et on est à 1,30, 1,40 en Hongrie ou en Pologne. Donc, cette question démographique, c'est une question, je pense, qui n'est pas totalement réglée avec cette courbe qu'on imagine tous. Mais en même temps, il va y avoir un autre problème qui est celui des déplacements de population, à savoir que s'il y a 2 milliards de personnes en Afrique et qu'il n'y en a que plus que 400 millions en Europe, quoi qu'on fasse, quels que soient les barbelés qu'on mette, ils viendront. Et dans quelles conditions sanitaires et comment va-t-on préparer ça? Je pense que ce sont des questions que votre génération devra se poser. Et non pas seulement en termes politiques comme on le fait actuellement, mais aussi en termes de civilisation, tout simplement. Oui, et je rajouterais un élément, comme vous le disiez, sur l'augmentation de la démographie. Il faut aussi voir dans quel pays et pour qui. L'Europe devient un continent vieillissant. La population qui a plus de 65 ans en Allemagne est de 22%. L'Afrique, 60% de la population a moins de 25 ans. La jeunesse du monde, c'est en Afrique. Donc il faut voir aussi, quand on est jeune, on est moins à même de contracter des maladies. Donc tout ça, ce sont aussi des données à prendre en compte quant aux réponses que l'on propose en termes de système de santé. Autre question? Oui? Allez-y. Bonjour. Alors j'avais une question, c'était comment l'ONU et l'OMS mettent en place leur communication contre une pandémie comme le Covid-19, sachant que certains pays et certains experts se contredisaient au début et continuent encore de se contredire aujourd'hui. Je ne pourrais pas vous répondre, c'est très compliqué pour eux. On a entendu beaucoup de choses. Bon, en France, on a eu notre médecin Raoult, voilà, qui a contribué un petit peu à, j'allais dire, à la cacophonie, il faut le dire. C'est très agaçant d'utiliser les médias pour raconter, pour enflammer les avis.
Il y a des protocoles aux Nations Unies, à l'OMS. Alors bien sûr, il y a des lobbies qui sont derrière, bien sûr, il y a des pressions qui sont exercées, mais en général, vous savez, il y a un copain qui me disait récemment, il disait, tu sais combien d'articles il y a eu sur la Covid depuis 2 ans? Je ne sais plus, mais 30 000. C'est énorme, c'est énorme. Et il ne faut pas croire que tous ces épidémios et ces scientifiques, ils sont là en train de bidouiller les trucs. C'est les comités, c'est des réseaux mondiaux qui travaillent sur des faits. Le problème, c'est que ces faits, pour qu'ils arrivent à l'OMS et qu'ils deviennent des réglementations, ça prend un peu de temps. Donc pour l'OMS, c'est très compliqué. Comme je disais, l'OMS est une organisation risk averse, on dit, hein, qui est fragile au risque. Elle ne va pas prendre de risque. Hein. Elle va prendre une décision que quand elle est sûre de sûr. Mais bon, c'est vrai que l'impatience généralisée, qui est débattue dans les médias, fait que l'OMS se trouve comme un colosse au pied d'argile, très fragilisé. Donc la communication, comme je vous le montrais sur la diapositive, hein, il faut gérer la rumeur, il faut travailler sur les faits, il faut dire, communiquer quand on ne sait pas, mais quand l'OMS dit on ne sait pas, les gens n'aiment pas ça. Les gens, ils veulent, je veux savoir. Donc ça laisse un terrain très fertile pour des gens qui vont à la télé pour dire ceci, cela. Donc c'est vrai qu'il y a une grande cacophonie, c'est très agaçant pour un spécialiste de santé publique, pour moi, effectivement, tout comme vous, de voir à la télé des gens qui vont commenter sans parler de faits réels. Donc c'est très compliqué de gérer une épidémie comme ça. Finalement, moi je pense que l'OMS s'en est pas mal tiré en termes de transparence. D'accord, merci. Je ne sais pas si je réponds bien à votre question, mais je ne pense pas que c'est une question vraiment où, où la réponse soit blanche et noire. Puis les médias, ils sont pour quelque chose. Puis l'orgueil personnel, moi, mon cardiologue qui connaît strictement rien à la Covid, il est tout le temps à la télé. L'autre jour, je l'appelais, je lui dis, mais pourquoi tu es tout le temps à la télé? Il me dit, parce que ça me fait des clients. Hein. Et j'ai aussi des copains qui sont d'imminents épidémios qui ne sont pas invités à la télé, parce qu'on n'a pas envie d'écouter ce qu'ils disent. Ils vont dire des faits très précis. Voilà, et donc ça ne les intéresse pas, on veut du fantastique. Excusez-moi, est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaite poser une question? Moi j'en ai une. En fait, voilà, je voulais vous demander s'il n'était pas trop frustrant que l'OMS n'ait pas des moyens d'imposer en fait, sa vue, sa ligne de conduite par rapport à des problèmes aussi importants, aussi graves. Je pense notamment à une citation qui m'a marqué, c'est-à-dire qu'un chef de gouvernement peut appliquer les directives de l'OMS, mais il peut considérer aussi, ce chef, que si ça entrave en fait, le commerce international, les échanges, il peut très bien en fait, ne pas les mettre en œuvre. N'est-ce pas trop frustrant en fait, cette manière de faire et cette absence en fait, de contraintes? C'est un vrai problème. C'est d'ailleurs dans le débat politique français que j'écoute de temps en temps sur il faut fermer les frontières, on serait mieux chez nous à solutionner nos problèmes. Il y a toujours ce fantasme. Et puis l'ouverture au multilatéral, qui est de dire il y a tellement de sujets aujourd'hui dans un monde qui est en grande progression démographique, avec une énorme mobilité, il y a tellement de sujets où on se rend compte, sans être un grand spécialiste, qui ne peuvent pas être réglés de façon durable et sérieuse au niveau d'un pays. Maintenant, c'est toujours un problème de souveraineté. Jusqu'à quel point on est prêt à lâcher sa souveraineté auprès des Nations Unies? Les Nations Unies, il faut bien voir, c'est le reflet de la cacophonie de nos pays. Comme je le disais tout à l'heure, on utilise les Nations Unies quand on n'a pas trouvé de solution dans son pays, mais on la torsionne dans tous les sens. On la manipule, on lui demande de trouver des solutions qui sont insolubles. L'ONU, c'est l'équation insoluble. Et pourtant, une équation qui est là posée, qui ne peut être réglée qu'à ce niveau-là. Alors, je réponds un peu large, parce que ce n'est pas uniquement au niveau de la santé, c'est au niveau international de plein de sujets. C'est à partir de quel moment on est prêt à laisser les rênes à une organisation comme les Nations Unies. Aujourd'hui, on n'est pas prêt. Beaucoup de gens aussi... il faut reconnaître que toutes les agences des Nations Unies, moi j'en ai fréquenté 2 de l'intérieur, ce sont des énormes bureaucraties. L'administration française est certainement travaille presque mieux que les Nations Unies. Donc c'est extrêmement lourd, donc c'est extrêmement compliqué. Ce sont des équations très très longues. Mais par contre, on se rend compte que c'est là qu'on doit poser les problèmes. Donc tout le problème qui se pose, c'est la souveraineté, à partir de quel moment on la lâche ou pas.
Ensuite, il y a un autre problème. Normalement, pour être membre des Nations Unies, il y a l'intention et la réalité. Quand on est membre des Nations Unies, qu'on est les États-Unis, même si on a la même voix pour un sujet que le Burkina Faso, en réalité, on n'a pas la même voix. Hein, on a un autre pouvoir puisqu'on a un levier qui est financier, on a un levier qui est scientifique, on a un levier qui est politique, qui est différent. Donc c'est très frustrant pour l'OMS, effectivement. Maintenant, il faut bien voir que l'OMS, son rôle, c'est de faire des régulations, des recommandations le plus vite possible. Ce n'est pas son rôle de gérer l'argent. Hein, on l'a bien vu avec les épidémies ces 20 dernières années. Les pays membres et les donateurs ont préféré créer des fondations avec des mécanismes spécifiques pour délivrer. Le public est quand même moins bien armé que le secteur privé pour délivrer, d'habitude. Donc il ne faut pas se tromper dans le rôle. Mais c'est effectivement très frustrant. Le problème qui se pose aujourd'hui, c'est, et beaucoup en parlent, est-ce qu'il ne faut pas casser les Nations Unies comme elles fonctionnent aujourd'hui, que ce ne soit pas finalement des Nations Unies, mais peut-être l'organisation des peuples unis, hein, avec d'autres, j'allais dire, cellules qui se rejoignent sur des concepts plus que sur des nations. On n'en est pas là, mais compte tenu de la dysfonctionnalité de l'ONU, donc d'un côté on a une ONU qui n'a jamais été aussi nécessaire, mais d'un autre côté on a une dysfonctionnalité qui est évidente. Donc on est un peu dans ce catch-22. Revenir peut-être aux préceptes et aux rêves initiés par la SDN en 1919. Effectivement. À la différence que depuis 1945, même s'il y a eu des guerres régionales, on est quand même dans une pseudo-stabilité quand même depuis maintenant presque 80 ans, j'allais dire, hein, c'est ça ? Oui, presque 80 ans. Donc, si on regarde sur la proactivité qu'on aimerait avoir de l'ONU, on se trompe parce que par essence, l'organisation n'est pas faite pour ça. Elle est faite pour trouver la moins mauvaise solution au dernier moment, comme je disais. Mais en tout cas, d'en trouver une. On dit en anglais, les Nations Unies ont une force, c'est de convening power. C'est la possibilité de dire à deux États, voilà, maintenant on va s'asseoir juste avant la guerre. Voilà. Donc bon, et ça n'a pas toujours marché. Ça n'a pas marché au début des années 2000 avec la guerre en Irak. La France a posé son droit de veto, les États-Unis ont quand même été en guerre. Donc voilà, c'est une organisation qui est très fragile, mais on se rend compte, et on s'est rendu compte avec la Covid, à quel point on a besoin d'organisations qui aussi partagent de l'information. Donc elle est dysfonctionnelle, mais on en a besoin. Bien, nous allons nous quitter parce que c'est l'heure, mais je voulais juste avant, une seconde, vous faire remarquer la qualité du propos et de la langue et de la présentation de Roberto. Il se trouve que Roberto, en dehors d'être un expert des questions de santé, est également dramaturge et que bientôt, j'espère, vous pourrez voir sa pièce de théâtre à Paris, et qu'il est comédien. Et pour rien vous cacher également, il a fait récemment le cours Florent, n'est-ce pas, pour être sûr qu'en montant sur les planches et en faisant du théâtre, il soit à la hauteur des comédiens. Et vous avez remarqué ce soir, j'ai dit que tu as fait vraiment des progrès incontestables sur le plan du dialogue et du monologue. Merci Roberto, merci les étudiants.